Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. On a enfin réussi à avoir un deuxième homme sur le podcast, et pas pour n'importe quel sujet. Adrien, 32 ans, marié, père de 2 enfants, a eu recours à la vasectomie et nous raconte son parcours dans cet épisode. On parle du parcours médical, mais aussi du cheminement pour prendre cette décision irréversible, et bien sûr des remarques ou des préjugés que certaines personnes peuvent avoir sur cette intervention. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est la vasectomie, cet épisode est fait pour vous. Si vous hésitez et que vous vous posez des questions, cet épisode peut vous aider à avancer dans votre cheminement. Si vous faites partie de cette minorité de personnes qui ont eu recours à la vasectomie et que vous en avez marre de répéter encore et encore les mêmes choses, gardez cet épisode sous le coude et ressortez-le dès qu'on vous en parle. La seule chose que cet épisode ne fait pas, c'est de donner des conseils médicaux. Comme chaque fois, pour un conseil médical, on vous invite à vous renseigner auprès de personnel de santé compétents. Mais pour le moment, je vous laisse avec notre conversation autour de la vasectomie. Bonjour Adrien. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Extrêmement bien. Super. Merci d'avoir accepté de venir parler de ton sujet tabou sur le podcast. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as accepté justement de parler de ce sujet sur le podcast ? Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, ça a été les différents retours que j'ai pu avoir lorsque je parlais autour de moi de la vasectomie. Ça a été le nombre de réactions différentes qu'il y a pu y avoir, aussi bien dans un sens que dans l'autre, à la fois très positives et des fois extrêmement perturbantes par la réaction que peuvent avoir notamment certains hommes. Et donc, je pense que ça peut valoir le coup justement de partager un peu ce retour pour essayer de faire évoluer un peu ce que les gens peuvent en penser et justement les tabous qu'il peut y avoir autour de ça. Carrément, mais trop bien. Du coup, on va parler de tout ça. Est-ce que tu peux me situer ta situation personnelle, ou plutôt la situation personnelle dans laquelle tu étais quand tu as eu recours à la vasectomie ? Donc c'est quand même assez récent, c'était au mois de février 2022. Okay. Et du coup, je suis marié avec 2 jeunes enfants, donc un enfant, un fils de 3 ans et demi, et l'autre qui a maintenant 10 mois. Et donc du coup, on a pris la décision avec ma femme du coup, de faire cette vasectomie juste après la naissance du deuxième. C'est un choix de couple, personnel, les deux, plus perso que couple, comment se fait le choix ? Alors, je pense que c'est un choix de couple, mais c'est les deux. C'est-à-dire dans le sens où moi, c'est vraiment quelque chose, je me dis, c'est un moyen à la fois très sûr de se protéger justement de contraception. Et c'est un choix de couple dans le sens où il fallait qu'on soit sûr avec ma femme de ne pas revouloir d'enfant derrière. Et du coup, pourquoi la vasectomie ? Pourquoi pas un autre moyen de contraception ? Pourquoi pas ta femme ? Alors, si j'ai des questions trop personnelles aussi, tu as le droit de me dire. Absolument aucun. Le but, c'est d'avoir une émission où il n'y a pas de tabou, sans tabou. Ouais, c'est ça. C'est exactement le sujet. Je voudrais pas que ça gêne ta femme de parler d'elle, en fait. C'est non, ça, pas surtout. Du tout. De toute façon, elle n'a pas le choix. Non, ça pose absolument aucun problème. Alors, c'est ma femme qui, jusque-là, donc ça fait que bientôt 15 ans que je suis avec elle. Et donc, c'est elle qui a assuré, on va dire, nos 15 premières années de vie de couple, la contraception pour le couple. Donc, C'était aussi une manière de se dire que, elle a 32 ans, donc les 15 suivantes, ça va quasiment amener jusqu'à une période sympathique qui s'appelle la ménopause à peu près. Donc grosso modo, elle a fait les 15 premières années, je vais faire les 15 suivantes pour assurer cette partie-là. Et c'était aussi un moyen, c'est le moyen le plus sûr, on est à 100% d'efficacité en matière de contraception. Elle n'avait pas non plus envie de retourner sur un moyen chimique,
que ce soit pilule, implant ou stérilet. Le stérilet mécanique, on a eu suffisamment dans notre entourage de personnes chez qui il s'est avéré qu'il y a eu des défaillances. Ouais. Donc voilà, la manière la plus sûre, c'était soit la vasectomie, soit effectivement la ligature des trompes. Et il s'avère que la vasectomie est beaucoup moins invasive et beaucoup moins lourde de conséquences. Donc voilà. Le choix, ne serait-ce que par élimination, le choix s'est fait comme ça. Ouais. Et en plus, ça ne me posait absolument aucun souci de le faire. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe techniquement, ce que c'est comme opération ? Alors, techniquement, il y a un premier rendez-vous médical, donc avec un urologue, qui du coup explique tout ça très très bien, de justement expliquer donc à la fois sur un schéma comment ça se passe. Donc en fait on vient sectionner une partie du canal déférent. Donc le canal déférent, c'est grosso modo le conduit qui relie le testicule jusqu'à l'urètre, par lequel du coup les spermatozoïdes sont produits, circulent et éjectés. Et donc on vient sectionner une portion grosso modo d'1 centimètre, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas juste de couper le tuyau, parce que le corps est très bien fait, ça peut se ressouder, ouais. Donc on retire carrément une partie. Et donc ça se fait sur une journée, donc c'est une intervention en ambulatoire. Je suis rentré le matin, je suis ressorti le soir même. Et donc du coup, c'est 2 petites incisions, enfin c'est même pas des incisions d'ailleurs, ça se fait avec, quel est ce mode d'opération ? Je sais plus. Avec grosso modo les 3 trous, hop, ils mettent une caméra par un trou, les 2 outils dans l'autre, et ils viennent juste sectionner, retirer le bout du tuyau, et puis il y a 3 points de suture de chaque côté, donc c'est le tout sous anesthésie générale, en tout cas moi c'était sous anesthésie générale, et donc voilà, rentrer le matin, ressorti le soir, ni vu ni connu. Est-ce qu'il y a je suis pas renseignée du tout sur le sujet. Est-ce qu'il y a du coup un délai de réflexion avant, comme pour la ligature des trompes, je sais qu'il y a un délai de réflexion, machin. Est-ce que là c'est pareil, ou est-ce que si tu y vas, on te dit ok, la semaine prochaine c'est bon, on le fait ? Non, il y a un délai de réflexion incompressible de 4 mois. Ok. C'est-à-dire entre ce premier rendez-vous justement d'information et l'opération, il y a un minimum de 4 mois, et c'est jusqu'à la veille de l'opération, on peut se décider à annuler. Ok. Alors en sachant que, pour revenir un petit peu du coup sur ce premier entretien, quand moi je suis arrivé, effectivement un urologue qui voit un jeune homme de 32 ans arriver, en général, il se demande pourquoi il est là, puisqu'on est en général sur une moyenne d'âge un peu plus élevé, plutôt pour les problèmes de prostate et ce genre de choses. Et donc quand je lui parle de vasectomie, sa première réaction c'est dites-moi votre âge, jeune homme. Quand donc il a fallu que j'explique qu'effectivement j'avais 32 ans, mais que j'avais déjà 2 enfants et que ça faisait 15 ans que j'étais avec la même personne. À partir de ce moment-là, il me dit écoutez, vous êtes dans ce que j'appelle le cas bâtard, c'est-à-dire que vous êtes à la fois très jeune, mais vous avez déjà une vie de famille qui est constituée, donc à ce titre, je peux tout à fait vous opérer. Il m'a dit que le rendez-vous qui était juste avant moi, c'était un jeune homme de 26 ans, pas d'enfant, pas de vie de couple posée, qui grosso modo avait envie de se faire, et dans ce cas-là, il refuse catégoriquement de l'opérer. Ok, il a le droit de refuser. Il a tout à fait le droit de refuser de l'opérer, dans le sens où lui dit qu'il ne veut sûrement pas porter la responsabilité d'une opération, alors qui, même si elle n'est pas complètement irréversible, il existe une réversibilité, mais avec un pourcentage de réussite qui n'est pas très élevé. J'ai pas les chiffres exacts, mais qui n'est pas très élevé. Et du coup, certains médecins sont tout à fait en droit de refuser en disant ce n'est pas à moi de porter la responsabilité de quelque chose d'aussi irréversible que le fait de ne plus jamais avoir d'enfant. C'est pas à 26 ans qui dit qu'à 50 ans, vous n'aurez pas envie d'en avoir, votre vie sera différente, avec des personnes différentes. Donc, voilà. Donc ce n'est pas complètement acquis, on ne peut pas, du coup, il n'est pas forcément possible de faire une vasectomie à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation. Donc toi, il a quand même accepté, le premier que tu es allé voir a accepté, ou tu es allé en voir plusieurs ? Non, j'en ai vu un seul, le premier a accepté tout de suite. Après l'opération, tu disais, donc c'est en ambulatoire, tu ressors le soir. Est-ce que tu as des douleurs ? Est-ce qu'il y a un temps avant que ce soit efficace ? Alors, un temps avant que ce soit efficace, alors je ne sais pas s'il y a un temps avant que ce soit efficace, mais en tout cas, il y a un spermogramme qui est effectué 3 mois après du coup l'opération, pour s'assurer justement qu'il n'y a plus de production, en tout cas qu'il n'y a plus éjection de spermatozoïdes lors de l'éjaculation.
Ça se fait 3 mois après. Maintenant, ce que j'avais demandé, moi, justement, c'était à partir de quel moment on pouvait reprendre des rapports sexuels. Eux disent qu'avant ces 3 mois, et du coup, cette garantie de fonctionnement, il faut continuer une protection, en tout cas un système de contraception. Il faut maintenir un système de contraception pendant ces 3 mois. Pour ce qui est des douleurs, moi, j'ai été assez surpris le soir même, rien du tout. C'était le lendemain, il a commencé à y avoir un joli hématome. Donc ça a commencé à doucement gonfler et à bleuir, à devenir progressivement violet, ça a tiré sur le verre. Niveau douleur, par contre, vraiment pas grand-chose. Une espèce de, plutôt 2-3 jours après, une espèce de douleur un peu sourde, surtout à la palpation. Voilà. Mais pas de douleur franche, pas comme une coupure ou comme une écorchure en tout cas. Voilà, une espèce de douleur un peu sourde, mais totalement supportable. On m'avait prescrit, je crois, il m'avait prescrit l'équivalent de 6 Doliprane par jour pendant 10 jours. Je me suis retrouvé avec 8 boîtes de Doliprane, avec même la possibilité de pouvoir monter avec, il m'avait prévu des antalgiques encore plus forts si le Doliprane faisait pas effet. J'ai pris un Doliprane par mesure de précaution le premier soir, j'ai même pas eu besoin d'en reprendre un le lendemain matin, quoi. C'était... Ok. Donc, ça peut du coup quand même faire mal, parce que s'il a prescrit tout ça... Je suppose que s'ils en prescrivent, c'est que ça peut, mais en tout cas... moi, j'ai trouvé ça très, très, très supportable. Après l'opération, est-ce que tu ou même peut-être avant, en fait, est-ce que tu en parles autour de toi ? Alors, j'en ai parlé à la fois... Alors, avant, j'en ai parlé, on va dire, avec ma famille proche, donc te dire comme sujet de discussion... voilà, comme ça, pour demander même un peu l'avis, enfin savoir ce que les gens pouvaient en penser. Juste après, en quelque sorte, j'en ai pas mal parlé avec des collègues, avec des amis ou des choses comme ça. Après, de manière générale, dans la vie, j'ai assez peu de tabous et assez peu de retenue sur le fait d'aborder des choses même un peu personnelles comme ça. Et j'ai trouvé ça justement assez intéressant d'avoir justement les réactions des gens en face et de voir que effectivement, ça reste un sujet plutôt tabou et plutôt passé sous silence. Alors déjà parce qu'il y a finalement assez peu de gens qui savent à quel point c'est facile, ou en tout cas c'est possible de pouvoir le faire. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de voir effectivement les préjugés qu'il peut y avoir, ou en tout cas les idées reçues sur ce que ça implique, sur ce que ça peut faire. Alors la vasectomie, c'est un truc dont j'ai entendu parler assez jeune finalement, puisque je suis allé plusieurs fois au Québec en étant gamin avec mes parents, et là-bas c'est très très répandu. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30% des hommes en tout cas qui se font vasectomiser une fois qu'ils ont assis leur vie de famille. Donc c'est quelque chose dont j'avais entendu parler parce qu'il y avait des amis de mes parents qui étaient pile poil dans cette période-là, quarantenaires, 2 enfants, et qui passaient par la vasectomie. Donc je connaissais le principe et j'en avais entendu parler très tôt. Et le fait de savoir qu'effectivement c'était quelque chose de très banal dans d'autres pays. En France, ça reste encore relativement marginal, c'est ce que m'a dit le médecin, même si ça gagne en puissance depuis quelques années. Il y a de plus en plus d'hommes qui y ont recours. La preuve, c'est que moi, ça a été même relativement compliqué, enfin ça a été assez long pour derrière avoir un rendez-vous de spermogramme, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'hommes en tout cas, qui ont besoin de faire des spermogrammes, soit pour des vasectomies, soit pour des problèmes de fertilité. C'est-à-dire que bizarrement, il y a un peu les deux problèmes qui se rejoignent. C'est qu'il y en a qui ont des problèmes de fertilité, et il y en a qui peuvent être très fertiles et qui du coup ont recours à ça pour éviter tout danger. Parce que moi, c'était aussi un petit peu le cas avec ma femme, c'est qu'on a eu aucune difficulté à avoir des enfants. Nos 2 enfants sont arrivés en moins d'1 mois, grosso modo, après des arrêts de contraception. Donc voilà, on savait en plus qu'on avait une très très forte fertilité et que du coup, il fallait un moyen de contraception vraiment sûr pour éviter... parce que c'est une vraie volonté de ne pas en avoir de 3e. 2, c'est rien du tout contre les gens qui veulent des familles nombreuses, mais 2, c'est très très bien pour moi. Pour nous d'ailleurs. Et du coup, c'est quoi un peu les remarques que tu as eues sur le sujet ? Alors, on va dire c'est un petit peu à catégoriser en deux catégories de personnes. D'un côté, les femmes, de l'autre côté, les hommes. En général, beaucoup de remarques très positives de la part des femmes en disant « Oh là là, c'est remarquable, c'est très rare, c'est très bien de penser comme ça. Le fait de dire comme ça qu'on partage la contraception dans le couple, effectivement, c'est assez marquant, positivement parlant. » Chez les hommes, il y a ceux qui disent
mais moi jamais de la vie on touchera à cette partie-là chez moi, quoi. D'un point de vue en quelque sorte sensibilité, de se dire non, c'est une zone, moins on y touche autre que pour le plaisir charnel, moins ça me va, enfin plus ça me va. Il y a ceux qui disent j'étais pas au courant, pourquoi pas, effectivement. Et il y a la troisième catégorie que j'appelle les extrémistes. J'ai eu un collègue qui en est arrivé à me dire ah ouais, d'accord, moi mon oncle il s'est fait vasectomiser, 2 mois après il faisait son coming out et il quittait sa femme pour partir avec un mec. Donc je te dis ça, je te dis rien, mais tu sais les conséquences que ça peut avoir, quoi. Mais ça n'a aucun rapport. Exactement, mais ça fait partie des idées reçues, voilà, que certains peuvent avoir, que couper le canal déférent revient à couper ta virilité. Voilà. Donc la vasectomie est quand même à différencier de la castration. Ça n'est pas le même principe, ça n'a pas les mêmes effets, et voilà. Et quand bien même la castration n'amènerait pas du tout l'homosexualité non plus chez des êtres humains. Il y en avait effectivement qui pensaient que ça coupait l'éjaculation. Ok. Ah ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que ça ne coupe pas du tout l'éjaculation, puisque la production de sperme n'est pas liée aux testicules, c'est uniquement la production de spermatozoïdes. Donc il peut y avoir il peut y avoir une éjaculation qui est un peu moins dense, un peu moins épaisse, mais qui reste toujours présente, et ça ne joue en aucun cas ni sur les performances sexuelles, ni sur le plaisir, ni sur tout ça. Comment est-ce que tu réponds à ces gens qui ont des remarques dans le côté négatif? Est-ce que tu fais de la pédagogie? Est-ce que tu fais de l'humour? Est-ce que tu réponds pas Alors moi j'ai tendance à beaucoup jouer la carte de l'humour, effectivement, sur ce genre de cas. Mais alors j'en ai un seul qui m'a fait une remarque aussi extrême en quelque sorte. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à réagir sur le fait que c'est peut-être pas de ce côté-là qu'il faut chercher, surtout qu'il y a une vidéo qui est très très bien faite. Je l'ai réorientée notamment plutôt sur l'aspect pédagogie, avec une vidéo qui est très très bien faite d'un youtubeur qui s'appelle Max Bird, qui a fait une vidéo sur l'homosexualité qui je trouve est assez remarquable d'un point de vue justement exposé scientifique et anthropologique. Ok, ouais, j'irai voir. Et je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour les et qui du coup permet de détailler que il est très 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 improbable que l'homosexualité puisse être liée à une quelconque intervention chirurgicale. Très bien. Je suis très perturbée par cette remarque parce que en fait je m'attendais à ce que tu me dises les gens pensent que ça fait perdre de la virilité, etc. Mais aller jusqu'à les gens peuvent penser que ça rend entre guillemets homosexuel, c'est très bizarre. Mais bon. Voilà. Bref. Est-ce que psychologiquement, par exemple, il y a des choses qui se passent? Est-ce qu'on se pose quand même des questions à se dire, bon, ok, je voulais plus d'enfants, mais 2 jours avant l'opération, se dire, bon, peut-être est-ce qu'il est encore temps de renoncer? C'est pas du tout dans ma personnalité, dans le sens où à partir du moment où je considère qu'à partir du moment où j'arrête une décision, c'est qu'elle a été mûrement réfléchie avant. Voilà, c'est pas quelque chose qui date... déjà, il y a les 4 mois de délai. Ouais. Donc arriver 2 jours avant la fin et de se dire bon, finalement ça fait 4 mois que je suis censé prendre ma décision, est-ce que je la prends pas maintenant? Je trouve ça c'est pas du tout dans ma façon de faire, et même avant c'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est même pas arrivé, j'ai envie de dire, juste après notre deuxième enfant. C'était quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi avant, on avait déjà discuté, donc c'est une réflexion qui se fait plutôt sur le long terme. Je pense qu'on peut difficilement se réveiller un matin en disant hey, tiens, si j'allais me faire couper le canal déférent. Enfin voilà, en tout cas non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Est-ce que on sait qu'on ne veut pas Alors je vais poser des questions que les gens ne sont pas censés poser, hein. C'est le but du podcast aussi, c'est est-ce que on sait vraiment qu'on veut plus d'enfants, ou est-ce qu'on peut se dire peut-être qu'un jour j'en voudrais un 3e? Alors je pense qu'il y a des gens, j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui ont eu des enfants, enfin beaucoup, en tout cas quelques exemples de gens qui ont eu des enfants, d'autres enfants même tardivement, c'est-à-dire qui avaient déjà passé le cap, on va dire, de l'adolescence, voire même d'enfants qui passaient en études supérieures, et puis boum, qui à 50 et quelques années se relançaient dans un bébé parce que finalement, voir les premiers s'éloigner, on se dit que mince, la vie de famille s'éloigne avec, ça peut-être effrayer et se dire qu'on n'a pas envie de retourner justement sur des choses inconnues. Quand ça fait presque 20 ans qu'on vit d'une manière, ça peut-être effectivement effrayer. Je sais qu'on s'était déjà posé la question après le premier,
très sincèrement, après le premier, on s'était dit, c'est bien, on arrête. Ça, c'est arrivé jusqu'au mois d'août, donc grosso modo, quand mon fils avait 2 ans. On a pris la décision au mois d'octobre de se dire, allez, on fait un deuxième. C'est-à-dire qu'on nous aurait interrogé jusqu'au mois d'août, on nous aurait dit, non, on en fait qu'un, et hop, 2 mois après, on s'est dit, allez, boum, on lance le deuxième. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, on avait eu un revirement de situation assez fort, mais qui était lié notamment à l'observation déjà de notre fils grandissant. On remarquait qu'il était beaucoup plus à chercher la socialisation, et à chercher le contact d'autres enfants. On voyait également dans notre quartier des fratries avec des enfants suffisamment proches et un vrai partage. Moi, j'ai une petite sœur avec qui j'ai 3 ans d'écart. Ma femme a une sœur jumelle et 2 grandes sœurs qui sont elles aussi jumelles. Donc avec des liens de famille assez forts. Et du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce que notre vie aurait été si on avait été tout seul. Et finalement, c'est impossible de répondre à ça. Parce que même moi qui ne suis pas particulièrement proche de ma sœur, dans le sens où je m'entends très bien avec elle, mais j'ai pas forcément un lien très fusionnel, d'échange perpétuel avec elle, je m'étais dit, mais je suis incapable d'imaginer ce que ma vie aurait été si j'avais passé mes vacances tout seul, si j'avais passé mes week-ends tout seul, même si j'ai pas le sentiment d'avoir toujours joué avec elle et d'avoir été en contact avec elle tout le temps, finalement, elle a quand même toujours été présente. Et on s'est dit, retirer ça à un enfant, en tout cas prendre le choix de se dire, si finalement il sera bien tout seul, sans être dans sa tête et sans savoir ce que ça peut devenir, et sans même nous l'avoir vécu, on trouvait presque ça un peu dommage. Donc on s'est dit, allez, de toute façon, autant le faire maintenant. On s'est dit qu'en plus l'écart d'âge était un petit peu idéal. Entre 2 ans et 3 ans d'écart, ça nous semblait être un bon écart. Il s'avérait que du coup, en plus, le premier est rentré à l'école quand le deuxième est né, donc ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait. On avait acheté une maison à ce moment-là qui avait une chambre supplémentaire, donc il y avait déjà la place pour pouvoir l'accueillir, donc on a dit, allez, banco, on se lance. Comme je te le disais, ça a pris tout de suite. Et donc, du coup, on s'est dit après, par contre, dès la fin du retour de couche, on a dit, allez, quel moyen de contraception? Et là, on avait déjà, comme je t'ai dit, réfléchi à ça. Donc, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez l'urologue. 4 mois de contraception, donc du coup de protection avec un préservatif, puisque ma femme ne voulait pas reprendre la pilule, et puis remettre un stérilet pour 4 mois, c'était assez peu pertinent. Et donc, du coup, voilà. Après, ça s'est fait comme ça. Ouais, donc vraiment, tout de suite, quoi. Oui. Alors après, sur le fait de se dire, de s'imaginer, est-ce que j'en voudrais plus tard, c'est plus sur moi, ma perception. Je suis très paternel. Je travaille à 80% pour garder mes enfants le mercredi. J'aime passer beaucoup de temps avec eux. Là-dessus, j'ai absolument aucun problème. Mais je sais que le jour où ils auront gagné un peu plus d'autonomie, je serai très content de pouvoir reprendre un peu de sport, de pouvoir me refaire des sorties cinéma, de pouvoir refaire tout un tas de choses il faut reconnaître, on a pas mal mis entre parenthèses sur les 3 dernières années. Et que reprendre progressivement le contrôle de ma vie d'homme, et puis simplement de ma vie de père, que j'apprécie, comme je dis, que j'adore, mais que c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Je vis à la fois les moments les plus intenses de ma vie, c'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre, les moments les plus irritants comme les joies les plus intenses. Mais à un moment, je me dis que finalement, ça fera une jolie parenthèse d'une bonne vingtaine d'années, même si on reste parent toute sa vie, en tout cas jusqu'à ce que les enfants arrivent à une certaine forme d'autonomie. Je pense que c'est une vingtaine d'années, et ça me permettra de reprendre aussi une vie pour moi sur des sujets qui moi me plaisent à part entière, et puis une vie de couple aussi, parce qu'il y a quand même certains sujets de couple qui peuvent, le fait de pouvoir partir en vacances à 2, on part pas de la même vacances à 2 qu'à 4 avec 2 enfants. Donc voilà, on était vraiment raccord là-dessus avec ma femme, de se dire 2 enfants, ça va être très bien, et puis si jamais on est même arrivé jusqu'à la réflexion de se dire mais que se passe-t-il si on en perd un ou on perd les 2? On a abordé ce sujet-là à haute voix, de se dire que se passe-t-il si on en arrive dans quelques années à perdre nos 2 enfants, de se dire est-ce qu'on ne regrettera pas, est-ce qu'on se dira pas mince, on a perdu cela et on ne peut plus en refaire, quoi. Donc on est vraiment arrivé jusqu'à se poser des questions de toutes les possibilités pour être sûr derrière de ne pas regretter et de se dire que ok, on a pris une décision, on l'a prise de manière commune,
en ayant envisagé à peu près tous les scénarios. Du coup, je mets les pieds dans le plat, j'envisage aussi les scénarios. Vous avez envisagé de, si jamais un jour ça ne va plus entre vous, que tu refais ta vie et que c'est pareil pour toi, c'est pas envisageable d'avoir un enfant avec même avec quelqu'un d'autre. Non. Il y en a déjà deux à s'occuper. Il faudra quand même que, même si on venait à se séparer, il faudrait quand même s'occuper de ces deux-là. Donc non. L'objectif reste le même si c'est se remettre avec une autre personne. Si cette personne... du coup, c'est même en envisager des possibilités, c'est que même dans ces cas-là, il existe maintenant effectivement d'autres moyens. Si vraiment, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais si ça en venait à ce moment-là et que la personne avec qui j'étais, souhaitait un enfant, il existe... moi, ça me dérangerait pas de dire, écoute, moi, je suis plus capable, on peut faire appel à un don de sperme ou à une procréation assistée ou à quoi que ce soit, parce que moi je sais que je ne suis plus en mesure. Mais ça te ferait quand même un autre enfant à t'occuper. Mais voilà. Donc on en revient à l'idée de base qui était que 2 pour l'instant c'est très bien et que je ne vois pas du tout me remettre dans toutes ces choses-là plus tard. Il faut profiter de chaque instant. Je pense que je profite de chaque instant de l'enfance, mais la période couche et 4 heures de sommeil par nuit, et quand même, on aime bien en sortir. Je suis sûre que ça va te manquer. Je suis sûr que non. Il y a d'autres questions à se poser, que vous, en tout cas, vous vous êtes posées. Est-ce qu'il y a aussi des questions que vous n'avez pas voulu vous poser ? C'est difficile d'imaginer ce qu'on n'a pas pu imaginer, mais là... Parfois, on occulte consciemment des questions. En se disant, je veux pas penser... Par exemple, tu aurais pu me dire, non, je veux pas penser au scénario de si on se sépare, et voilà. Non, ça a fait partie des scénarios auxquels moi j'ai totalement pensé. C'est de se dire, effectivement... Non, parce que je pense, c'est toujours pareil, j'ai un côté un peu cartésien en me disant, je peux pas prendre une décision si j'ai pas analysé tout ce que moi je pensais être probable. Même quel que soit on va dire, le côté infinitésimal de la probabilité, de se dire, au moins, je pourrais me dire que j'ai pris ma décision en ayant analysé tout ce que moi je pensais, tout ce que moi j'avais dans mon spectre de choses possibles. Donc, en tout cas, le fait d'occulter volontairement une phase en disant, bon allez, ça je le mets de côté, puisque de toute façon, soit c'est tellement très peu probable que j'ai même pas envie d'y penser, non, soit c'est tellement peu probable et j'y ai pas pensé du tout, et dans ce cas-là, je peux pas m'en vouloir, c'est juste que j'y ai pas pensé, mais j'occulterai pas volontairement quelque chose, simplement en me disant, ça me dérange, donc j'ai pas envie de l'aborder. Est-ce que le médecin que tu as vu, lui, t'a posé des questions dans ce sens-là, ou est-ce qu'il t'a donné des pistes de réflexion ? Alors tout à fait, il s'est fait un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire toutes ces questions que j'ai abordées là, il me les a posées, en me disant, mais vous vous rendez compte, si vous êtes jeune, vous avez 32 ans, si vous refaites votre vie, pour quelle que soit la raison, vous ne regretterez pas derrière de ne pas pouvoir avoir d'enfant, potentiellement avec une personne que vous aimez, ça peut être un vrai désir plus tard, et vous serez incapable physiquement de combler ce désir simplement parce que vous avez peut-être pris une décision trop tôt. Il m'a posé ouvertement la question. Donc non, c'est que, comme je te l'ai dit, j'ai pris la décision sur un instant en ayant, je pense, balayé tout ce qui, moi, me semblait pertinent. Et cette décision que j'ai prise à ce moment-là, j'ai pas de raison de la regretter plus tard, dans le sens où je l'ai faite pour les bonnes raisons. Je l'ai pas faite contraint, je l'ai pas faite parce que ma femme me tannait avec ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais une pression des proches ou parce que c'était un coup de tête. C'était une réflexion de plusieurs années, avec de nouveau 4 mois de réflexion, vraiment en disant, ok, le moment où je me dis tiens je vais le faire, et le moment où ça se fait vraiment, 4 mois de plus pour se dire ok c'est bon. Donc non, ça rentre pas trop dans ma personnalité de reculer en me disant ah mais mince, et si quoi. Je considère qu'avec des si on coupe beaucoup de bois mais on refait pas le monde. Donc j'avais jamais entendu celle-là. Et ta femme t'accompagne dans tout le processus, les rendez-vous médicaux, etc.
Non, là-dessus, non. Je reconnais que j'y suis allé entre 2 rendez-vous de travail. J'avais calé ça à 11h un matin. J'étais sur un chantier le matin. Je devais avoir une réunion l'après-midi. J'ai calé ça entre 2 réunions de travail, en tout cas pour la réunion préparatoire. Ok. Et après, pour la partie opération, il fallait qu'il y en ait un qui reste pour s'occuper des enfants quand même. Oui. Donc, du coup, c'est elle qui est restée à la maison, pour ça. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de ton collègue qui était extrémiste, tu as dit. Est-ce que au niveau de ta famille, tes parents, c'est une décision qu'ils ont comprise, qu'ils ont pas du tout eu envie de juger, ou au contraire qu'ils ont jugé ou... Ah non, ils ont pris ça de manière très positive. Voilà, ils en avaient déjà entendu parler je te dis, par des Ouais, amis québécois. Donc c'est quelque chose qui semblait tout à fait naturel. Même mes grands-parents, enfin toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, dans mon cercle proche. Alors soit c'est qu'ils osent pas dire que hey, peut-être une bêtise là quand même, mais sinon non, ça a été très positif. Mon père m'a même demandé les coordonnées de mon urologue en cas de besoin, donc peut-être qu'il se dit que hey, ça pourrait peut-être valoir le coup aussi de le faire. Donc non, c'est franchement ça a été perçu de manière très positive dans le cadre proche. Et dans le cadre plus général, est-ce que tu as vu, parce que du coup, comme tu en as entendu parler assez jeune, est-ce que tu as vu des mentalités évoluer dans la société ou plus proche de toi depuis que tu en as entendu parler plus jeune? Difficile à dire. J'ai été assez surpris de ce gros delta, parce que ça remonte à il y a 15 ans, grosso modo, quand j'en ai entendu parler au Québec. J'en ai 30 maintenant, et j'ai le sentiment que, waouh, en France, ça reste quand même très très marginal, quoi. Pour une solution qui est, enfin voilà, comme l'a dit l'urologue, alors il prêche peut-être un peu sa paroisse, mais je pense qu'il y a une vraie réalité scientifique derrière, c'est que ça reste la seule solution de contraception sûre à 100% et avec le minimum d'effets secondaires pour l'être humain. Ouais. C'est-à-dire que comment c'est possible, dans un monde aussi rationnel et aussi scientifique qu'aujourd'hui, de se dire que finalement la solution la plus sûre pour ne pas avoir d'enfant est aussi peu répandue. Alors, elle est très extrême, puisque ça reste quand même quelque chose de parfaitement irréversible, enfin, très peu réversible, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui, effectivement, le fassent arriver à un certain âge ou avec une vie de famille déjà bien établie, prennent cette décision-là, alors que d'autres pays le font très couramment. Ça, c'est assez difficile pour moi de dire comment est-ce que moi j'ai pu arriver à cette conclusion, de me dire mais ça paraît tellement évident de le faire dans certaines circonstances et qu'il y a très peu d'autres personnes qui le fassent. Si encore, chez les hommes, il y avait comme chez les femmes une date limite de péremption en disant bon, de toute façon, à un moment, ce sera fait, c'est bon. Mais à partir du moment où un homme, jusqu'à 75 ans, il peut continuer à avoir des enfants, enfin, quelle est la probabilité d'absolument vouloir des enfants jusqu'à cet âge-là? Bon, après, il faut aussi avoir la compagne qui va avec, donc ça limite un petit peu peut-être les effets, mais sur le principe, ouais, je sais pas. Ça me semble tellement minime comme intervention comparé au gain que ça peut avoir. Un enfant non désiré, c'est un tel chambardement dans la vie d'un couple que finalement, pourquoi prendre ce risque une fois qu'on a une vie de famille établie ou qu'on sait absolument et catégoriquement qu'on ne peut plus avoir d'enfants. Oui, après, du coup, tu parlais du jeune homme qui, à 26 ans, voulait également avoir recours à la vasectomie. On peut aussi, à 26 ans, être sûr et certain qu'on ne veut pas d'enfant de toute sa vie. Tout à fait. Mais du coup, c'est pas moi qui prends la décision, c'est le chirurgien. Je comprends aussi la position d'un chirurgien qui, en voyant quand même défiler un certain nombre de personnes et de profils, se dit que la probabilité qu'une personne de 26 ans puisse éprouver des remords est un peu plus importante que celle d'une personne de 56 ans. Oui. On agit un petit peu plus fougueusement à cet âge-là qu'à 56. Quoique. On ne sait pas. Et du coup, pour rebondir aussi sur le fait que ça paraisse être une solution logique parce qu'un homme peut avoir des enfants toute sa vie ou presque et pas une femme, il y a aussi le fait qu'une femme est fertile 3-4 jours par mois et qu'un homme l'est tous les jours, tout le temps.
fait. Voilà, Ah si, sur les réactions un petit peu sympathiques qu'on a pu avoir, il y a quand même eu l'obstétricien de ma femme. Donc le gynécologue qui l'a également suivi pour son accouchement et qui, lorsque ma femme a dit que du coup, quand il lui a posé la question alors quel moyen de contraception allez-vous prendre après l'accouchement, lorsqu'elle lui a dit que son mari que j'envisageais de me faire vasectomiser, il a quand même eu le culot de lui dire ah bah oui ça va être très pratique pour pouvoir aller voir ailleurs. Voilà, venant de son propre gynécologue, c'est toujours sympathique. Donc comme j'ai dit, il a quand même extrêmement de chance que je ne sois pas quelqu'un de plutôt sanguin et que tu ne sois pas quelqu'un de plutôt jalouse, parce que juste après la naissance d'un enfant, c'est quand même un bon moyen pour remuer tout ça et faire un petit cocktail explosif. Donc comme quoi finalement, même dans le corps médical, tout le monde n'est pas d'accord sur on va dire... l'efficacité, enfin pas l'efficacité, mais en tout cas sur la logique de faire ce genre d'intervention. Ouais, mais en plus c'est pas à lui de juger votre couple et comment vous choisissez votre contraception. Est-ce que c'est plus difficile d'entendre ce genre de remarques de la part de personnes du milieu médical que de la part de personnes qui n'y connaissent rien, ou ça a le même effet? Alors pas pour moi. Je considère que malheureusement la bêtise n'a pas de métier, hein. Mais, donc il peut y avoir des gens un petit peu abrutis dans tous les domaines. Voilà. En tout cas sur ce sujet-là, je considère que même s'il a le droit d'avoir son avis, c'est certainement pas à lui d'émettre ce jugement-là et de sous-entendre le fait que je puisse potentiellement aller voir ailleurs et que, en tout cas, que ma décision soit basée sur le fait que je fasse ça pour aller voir ailleurs plus facilement. Ouais. C'est plus là-dessus que je trouve ça dérangeant, qu'il puisse avoir son opinion là-dessus. Très très bien, mais les jugements de valeur sur la vie de couple de ses patients, je trouve ça un peu plus gênant. Est-ce qu'il y a des sujets autour de la vasectomie auxquels je n'ai pas pensé? Est-ce qu'on t'a posé des questions en plus de toutes les remarques dont on a parlé, est-ce qu'on t'a posé des questions qui t'ont fait apporter des réponses que j'aurais pas posées? Les questions principales que j'ai eues, ça a été notamment au niveau justement plutôt de la douleur ou des sensations après ou de ce genre de choses. Donc j'ai peut-être eu la chance que moi ça me fasse vraiment très peu de choses en matière de douleur. Ça a été, je pense, les principales questions de la part des hommes que j'ai pu avoir. De la part des femmes, ça a plutôt été justement sur mais pourquoi j'ai fait ça, ou en tout cas sur le fait que oui, c'était très peu courant et que ce serait peut-être bien de faire évoluer les mentalités effectivement sur ces sujets-là. C'est pourquoi je suis là d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer? Est-ce que tu as envie que l'épisode s'adresse à des gens particuliers, ou est-ce que c'était vraiment comme ça pour... Allez-y, messieurs, faites-vous couper les bourses. Non, sincèrement, je pense que oui, le message, c'est de rester ouvert à toutes ces solutions qui peuvent exister et qui permettent derrière de grandement se simplifier la vie, quoi. C'est que c'est un gain de contrainte. La pilule, on se souvient tous de l'alarme qui sonne tous les soirs, il ne faut pas oublier, du petit stress pendant la semaine suivante quand on se rend compte qu'on en a oublié une. J'arrive à la fin de la plaquette, mais pourquoi il en reste une? Mais merde, mince, quel jour je l'ai oublié? Plus se rendre compte aussi de tous les effets secondaires que ça peut avoir, hein. C'est bien beau d'avoir des cycles super réguliers de 28 jours avec des saignements limités, mais ça vient pas tout seul, donc ça veut quand même dire que ça remue un petit peu tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc il y a eu suffisamment de scandales médico-sanitaires sur les dernières années, alors pas forcément autour de ça, mais en tout cas avec tout un tas d'éléments, plus les perturbateurs endocriniens, enfin toutes ces choses-là, ça fait des cocktails sur lesquels on a somme toute très très peu de retours, hein. On parle d'à peine un demi-siècle d'essais, enfin en tout cas de retour, donc c'est-à-dire qu'on est à peine à une génération pour savoir quels ont été les effets. Quelle est la part effectivement de tout ça? On parle assez peu de problèmes je trouve que d'ailleurs dans les médias on parle assez peu des problèmes de fertilité masculine qui sont extrêmement croissants dans la société.
Et ça se traduit notamment par, comme j'ai pu te dire, le nombre de la difficulté à avoir un rendez-vous de spermogramme. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font des rendez-vous de spermogramme. Il y a ça. Quelle est la part justement des effets chimiques, je sais pas, de tous ces éléments qui ont pu être pris justement, y compris pendant la grossesse, après la grossesse et tout ça, je sais pas. Je connais que je suis pas du tout du corps médical, donc je peux certainement pas me prononcer, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça a des effets, et ça a des effets qui peuvent être à long terme, puisque lorsqu'une femme arrête la pilule, ça peut mettre 6 mois, 1 an avant que ça puisse prendre, que c'est assez, maintenant c'est assez courant. Est-ce que s'il y avait eu un autre moyen, une pilule pour les hommes, un moyen chimique de contraception masculine, tu l'aurais prise avant de prendre cette décision de vasectomie ou pas? Non. Là-dessus, je suis à peu près du même avis, c'est que l'impact chimique sur le corps, je suis déjà... je suis déjà assez réfractaire au fait de prendre trop de médicaments en permanence. On a un corps qui s'adapte très bien. Alors, les antibiotiques à spectre large, c'est extrêmement pratique. Le jour où il y a un vrai problème, c'est extrêmement bien qu'on puisse avoir des médicaments très adaptés. Mais de là à s'en enquiller tous les jours, simplement dans un souci de confort et de praticité, sûrement pas. Certainement pas. Certainement pas. Je considère que la protection mécanique, finalement, reste, une des plus sûres, et deux, une des moins risquées pour le corps de l'un comme l'autre. Est-ce que tu as un sujet tabou, toi? Est-ce que j'ai un sujet tabou? Je vais pas te poser des questions dessus, du coup. Je pense pas en avoir beaucoup, très sincèrement. J'ai plutôt tendance à aborder, justement, j'ai un humour un peu caustique, j'aime beaucoup l'humour noir, donc je pense avoir assez peu de sujets tabous, y compris sur des sujets des fois un peu politiquement incorrects. Je considère que si c'est amené avec bienveillance, que n'importe quelle forme d'humour ou n'importe quelle remarque peut être, peut avoir sa place. C'est quoi le alors sujet tiens, on va avoir on peut avoir effectivement un sujet tabou. Alors en matière d'humour et tout ça, je considère que tout ce qui est humour ou remarques liées au physique des gens, je trouve ça extrêmement déplacé. Okay. J'interviendrai très peu. Je peux faire preuve de blagues racistes, de blagues misogynes, de blagues autour de la mort, autour de beaucoup de choses. Mais le fait de parler sur le physique des gens ou ce genre de choses, je trouve ça extrêmement blessant, et extrêmement violent pour les personnes qui en sont victimes. Mais des sujets tabous pour moi en soi, non, pas du tout. Comme je te dis, la sexualité, la vie de famille, l'argent, le travail. Je considère que on peut parler de tout à partir du moment où on n'a pas honte de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Je vois pas pourquoi il faudrait avoir honte d'en parler. Et tu remarques quel sujet qui est le plus tabou pour toi, les gens autour de toi? C'était pas clair ma question. Mais... Si, bien sûr. Je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait être vraiment tabou sur les gens autour. L'orientation politique, de manière générale. Oui. Extrêmement tabou. Tiens, une remarque qu'on se faisait justement l'autre jour avec Salomé en courant, en parlant de sexualité, le fait que la grosse différence homme-femme entre le fait que les hommes plaisantent, on dit toujours que les hommes parlent énormément de sexe et ainsi de suite, et je trouve que les hommes déconnent beaucoup sur la sexualité de manière générale, alors que les femmes parlent énormément de leur sexualité. Et que le fait que voilà, ça fait les hommes sortent des blagues graveleuses, ça sort des énormités sur des choses, mais ça aborde très 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 peu sa propre sexualité, sauf pour se vanter de ses exploits démesurés.
alors que les femmes, bizarrement, pour avoir déjà assisté à des soirées entre copines de ma femme avec ses copines, il y a des fois où je suis resté abasourdi sur effectivement le niveau de détail ou les choses qui peuvent s'échanger sur les femmes quand elles parlent entre elles de ce genre de choses. Donc bizarrement, on pourrait croire que les hommes parlent plus de sexe, mais ils en parlent de manière beaucoup moins personnelle et beaucoup moins détaillée. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Adrien. Écoute, je t'en prie. Salut. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Pour retrouver les notes de l'épisode dans la vidéo de Max Bird dont Adrien parle dans l'épisode, rendez-vous sur le blog du podcast www.sanstabou-podcast.com. Pour que ce tabou ne soit plus, vous savez qu'il faut partager l'épisode un maximum autour de vous. Vous pouvez aussi mettre une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée pour aider à faire connaître le podcast et nous aider à lever tous ces tabous. Si vous voulez nous proposer un sujet ou intervenir vous aussi sur le podcast, vous pouvez nous écrire par mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Et puis si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur Instagram sous le pseudo @positivestudio.podcasting et puis sur Facebook et LinkedIn sous le nom Positive Studio. Positive sans E. Vous avez rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode, mais en attendant, prenez soin de vous.